La porte d'entrée claqua si fort qu'elle heurta le mur. Boum! Je sursautai sur ma chaise. Il était 3h15 du matin. J'étais assise dans la cuisine, dans le noir, à attendre. Je savais qu'il allait arriver. Marcus entra. Il ne referma même pas la porte derrière lui. La pluie s'engouffrait, trempant le sol du couloir. Il sentait affreusement mauvais. Un mélange de cigarettes froides et de whisky bon marché. Il était trempé et ses yeux étaient rouges et hagards. Il essaya de jeter ses clés sur la petite table près de l'escalier. Il rata sa cible. Son lourd porte-clés heurta mon vase bleu. Crac! Le vase se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Ce vase appartenait à ma mère. C'était le seul objet précieux qui me restait d'elle. Marcus ne baissa même pas les yeux. Il se contenta de donner un coup de pied dans un morceau de verre bleu et entra dans la cuisine. Il me vit assise là, en robe de chambre. Il s'arrêta et me fusilla du regard. « Pourquoi es-tu assise dans le noir ? Tu m'espionnes ?» demanda-t-il d'une voix pâteuse et pâteuse. Je me levai lentement. Mes jambes tremblaient, mais je m'efforçai de me tenir droite. « Je ne t'espionne pas, Marcus, dis-je doucement. J'étais inquiète. Regarde-toi. Tu es dans un sale état. Va te coucher. » C'en était trop. C'était tout ce qu'il fallait. Il s'approcha de moi. C'est un homme imposant, plus d'1,80 m, je ne suis qu'une petite vieille femme. Il se planta devant moi, face à moi. « Ne me dis pas ce que je dois faire, » hurla-t-il. De la salive jaillit de sa bouche. « C'est moi qui paie les factures. Je fais ce que je veux. » « Tu ne paies pas les factures, Marcus, dis-je. Je n'ai pas pu me retenir. La vérité a craché. Je paie tout. J'ai travaillé toute ma vie pour cette maison. » Son visage devint violet. Il me saisit les bras. Ses doigts étaient comme des griffes de fer. Il serra si fort que j'ai haleté. « Tais-toi !» Il a hurlé. « Tu te crois supérieur à moi ? Tu me prends pour un raté ? Tu me fais mal !» ai-je crié. « Lâche-moi !» Il ne m'a pas lâché. Il m'a secoué violemment. Ma tête a été ballottée violemment. Mes lunettes ont volé de mon visage et ont glissé sur le sol. Puis il m'a poussé. Il ne s'est pas contenté de me pousser. Il m'a projeté au sol. J'ai été projeté en arrière. Mon dos a heurté le vaisselier en bois avec un bruit sourd. J'ai eu le souffle coupé. J'ai glissé jusqu'au sol, haletant. Une douleur fulgurante m'a traversé la colonne vertébrale. J'ai levé les yeux vers lui. Mon propre fils. Le garçon que j'avais élevé. Il se tenait au-dessus de moi, respirant bruyamment. J'ai cru qu'il allait s'arrêter. J'ai cru qu'il me verrait par terre et qu'il s'excuserait. Mais il ne l'a pas fait. Il a armé son poing et a frappé. Clac. Un bruit sec et humide. Sa main a frappé ma joue. Ma tête a heurté la porte du vaisselier. J'ai immédiatement senti le goût du sang. Ma lèvre était coupée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop choquée. Je suis restée assise par terre, le visage enfoui dans mes mains. Marcus m'a regardé une seconde. Puis il a émis un son de dégoût. « Pathétique », a-t-il dit. Il s'est retourné et est sorti de la cuisine. J'ai entendu ses bottes lourdes monter l'escalier. Puis la porte de sa chambre a claqué. La maison était de nouveau silencieuse. Mais c'était un silence différent. Le silence d'une maison brisée. Je suis restée assise par terre dans la cuisine pendant longtemps. J'avais mal au dos. Mon visage était brûlant. J'ai touché ma lèvre et mes doigts sont devenus rouges. J'ai regardé autour de moi, dans ma cuisine. C'était mon refuge. J'y avais cuisiné pendant 40 ans. J'y avais ri. J'y avais pleuré. Maintenant, mon propre sang était sur le sol. Je me suis relevée lentement. J'ai dû m'appuyer sur la table pour me redresser. Mes jambes flageolaient. Je suis allée dans la petite salle de bain sous l'escalier et j'ai allumé la lumière. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais une mine affreuse. Mes cheveux gris étaient dressés sur ma tête. Ma joue gauche commençait déjà à virer au violet. Ma lèvre était gonflée et saignait. J'ai plongé mon regard dans le mien. J'y ai vu de la peur. Mais derrière cette peur, j'ai vu autre chose. J'ai vu de la colère.
Ça suffit, ai-je dit au miroir. C'est fini aujourd'hui. J'ai lavé le sang de mon visage à l'eau froide. Ça piquait, mais la douleur m'a réveillée. Je me suis séché le visage et je suis retournée à la cuisine. Je ne suis pas allée me coucher. Je ne pouvais pas dormir dans la même maison que ce monstre à l'étage. Pas sans avoir un plan. J'ai commencé à nettoyer. J'ai ramassé mes lunettes. Un verre était fêlé. Je l'ai quand même mise. J'ai balayé les morceaux du vase bleu. Je les ai jetés à la poubelle. Puis, je me suis mise à cuisiner. Il était 4 heures du matin. La plupart des gens dorment à 4 heures du matin. Mais j'ai sorti la farine, le beurre et le lait. J'allais faire des biscuits. Plein. Mes mains tremblaient au début, mais une fois la pâte pétrie, elles se sont calmées. J'ai fait des biscuits des milliers de fois. C'est devenu un réflexe. Tout en pétrissant la pâte, j'ai regardé le cadre photo numérique sur le comptoir. Il change d'image toutes les quelques secondes. Une photo d'il y a 30 ans est apparue. C'était Marcus, à 10 ans. Il était au bord du lac avec son père, Thomas. Il tenait des cannes à pêche. Marcus avait un grand écart entre les dents et un sourire immense. Il regardait son père comme si Thomas était Superman. J'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine. Où est passé ce petit garçon? Thomas est mort il y a 20 ans. Une crise cardiaque. Il est mort subitement au travail. Marcus venait de terminer ses études. Il était anéanti par la mort de son père. Aux funérailles, il m'a promis, « Je prendrai soin de toi, maman. » Et il l'a fait, pendant un temps. Il a trouvé un bon emploi dans un entrepôt. Il était fier. Il s'est acheté une belle voiture. Il venait à l'église avec moi. C'était un homme bien. Puis, il y a 2 ans, il a perdu son emploi. Ils l'ont licencié. Ils ont dit qu'ils n'avaient plus besoin de lui. C'était le début de la fin. Il n'a pas pu retrouver de travail. Il est devenu triste. Puis il s'est mis en colère. Puis il a commencé à boire. Au début, il était juste grognon. Puis il s'est mis à crier après la télé. Puis il s'est mis à crier après moi. Il me reprochait tout. Si le courrier était en retard, c'était ma faute. S'il pleuvait, c'était ma faute. S'il n'avait pas d'argent, c'était ma faute. Je lui ai prêté de l'argent. 10 dollars par-ci, 20 dollars par-là. Puissant. Il ne m'a jamais remboursé. Il disait que c'était son héritage, de toute façon. J'ai ravalé ma salive et coupé les biscuits avec un verre. Je les ai déposés sur la plaque de cuisson. Je me suis souvenu de la première fois où il m'avait fait peur. C'était il y a 6 mois. Je lui avais demandé de sortir les poubelles. Il avait donné un coup de pied dans la poubelle et l'avait projetée à l'autre bout de la pièce. Je me suis caché dans ma chambre cette nuit-là. Mais il ne m'avait jamais touché. Pas avant ce soir. Ce soir, il a franchi la ligne rouge. Une fois qu'un homme frappe sa mère, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai enfourné les biscuits. L'odeur du pain frais a commencé à embaumer la cuisine. On aurait dit une maison heureuse. C'était un mensonge. J'ai regardé l'horloge. 5 heures du matin. J'ai sorti une casserole pour faire du gruau. Je me suis déplacé dans la cuisine comme un robot. Couper des fruits. Faire bouillir de l'eau. Remuer. Une autre photo est apparue sur le cadre. C'était Marcus à un barbecue, il y a 3 ans. Il faisait griller des hamburgers, riant avec notre voisine, Madame Sarah. Il avait l'air heureux. Il avait l'air gentil. J'ai regardé le plafond. Il dormait là-haut, à cet instant précis. Probablement profondément endormi. Il se réveillerait dans quelques heures avec un mal de tête. Il descendrait sans doute et s'excuserait. Il dirait qu'il ne l'avait pas fait exprès. Il pleurerait. Et d'habitude, je lui pardonnais. Je lui disais, « Ce n'est rien, mon fils. On recommence. » Mais pas aujourd'hui. J'ai de nouveau touché ma lèvre gonflée. La douleur était lancinante. Si je lui pardonnais aujourd'hui, la prochaine fois serait pire. La prochaine fois, il pourrait me pousser dans les escaliers. La prochaine fois, je pourrais ne pas me relever. Je devais me protéger. Et d'une certaine manière, je devais l'arrêter avant qu'il ne fasse quelque chose d'irréparable. Je n'allais pas m'enfuir chez ma sœur. Je n'allais pas m'enfermer dans ma chambre.
J'allais gérer la situation. Je me suis dirigée vers le téléphone. C'était un vieux téléphone sans fil avec de grosses touches. Je le tenais dans ma main. Il était lourd. J'avais 3 appels à passer. Je savais exactement qui appeler. Je me suis assise à la table de la cuisine. Le soleil n'était pas encore levé. La maison était sombre et silencieuse, hormis le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient calmes. J'ai composé le premier numéro. Ça a sonné 3 fois. « Allô ?» répondit une voix endormie. « Sarah ?» dis-je. C'est Éléanore. Excusez-moi de vous appeler si tôt. Sarah était ma voisine depuis 40 ans. Mais avant sa retraite, elle était juge. Une juge sévère. Elle faisait emprisonner les criminels pour gagner sa vie. Éléanore. Sa voix s'est réveillée instantanément. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Non, dis-je. J'ai besoin d'aide. Marcus, il m'a frappé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Sarah revint, froide et tranchante. J'arrive. Non, attends, dis-je. Ne viens pas encore. J'ai un plan. J'ai besoin que tu sois là à 8 heures. Pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner? Demanda Sarah. Elle semblait perplexe. Éléanore, as-tu appelé la police? Pas encore, dis-je. C'est ce que je ferai ensuite. Mais j'ai besoin de toi ici, Sarah. J'ai besoin d'un témoin. Et j'ai besoin que tu le fixes du regard. Tu sais comment faire. Je comprends, dit Sarah. J'y serai. À 8 heures pile. Tu veux que j'apporte mon arme? Pas d'arme, dis-je. Juste ton air de juge. J'y serai, dit-elle. J'ai raccroché. Un de moins. Mes mains tremblaient légèrement. Je commençais à réaliser ce que je faisais. J'étais en train de me retourner contre mon propre fils. Mais soudain, j'ai senti à nouveau la douleur sur ma joue. Non. C'est lui qui s'est retourné contre moi le premier. J'ai composé le deuxième numéro. Celui-ci était plus compliqué. J'appelais le commissariat. Mais pas le 911. J'appelais directement un ami. L'agent Mike. Il fréquentait notre église. Il connaissait Marcus depuis l'enfance. Commissariat, répondit une femme. Je dois laisser un message pour l'agent Mike, dis-je. Dites-lui qu'Éléanore Vance a appelé. Dites-lui que c'est une dispute conjugale. Chez moi. Dites-lui de venir à 8 heures. Et dites-lui de ne pas utiliser la sirène. La femme marqua une pause. Madame, si vous êtes en danger, nous pouvons envoyer une voiture immédiatement. Il dort, dis-je. Je suis en sécurité pour le moment. Dites juste à Mike. 8 heures. S'il vous plaît. D'accord, madame. Je lui transmettrai le message. J'ai raccroché. 2 de moins. J'ai regardé le minuteur du four. Les biscuits étaient cuits. Je me suis levée et je les ai sortis. Ils étaient dorés et parfaits. Il me restait un dernier coup de fil à passer. Ma sœur, Clara. Elle habitait à 3 heures de route. Elle ne serait pas là pour le petit déjeuner. Mais elle devait savoir. J'ai composé son numéro. Elle a décroché à la première sonnerie. Éléanore, a-t-elle dit. J'avais un mauvais pressentiment. Pourquoi appelles-tu? Il l'a fait, Clara, ai-je murmuré. Il m'a enfin frappé. Clara a poussé un cri d'effroi. Je prends la voiture. Je viens te chercher. Non, ai-je dit. Je reste. Je gère la situation. Gérer la situation? Comment? Je sers le petit déjeuner, ai-je dit. Et ensuite, justice sera faite. Clara est restée silencieuse un instant. Tu es courageuse, Éléanore. Fais attention. Je ferai attention, ai-je dit. Je t'aime. Moi aussi. J'ai raccroché. Les appels étaient terminés. Le piège était tendu. J'ai regardé l'horloge. Il était 6 heures. J'avais 2 heures avant le début du spectacle. Je suis retournée au fourneau. J'ai remué le gruau. J'ai senti le parfum des pêches.
Je suis allé dans la salle à manger. J'ai allumé la lumière. J'ai ouvert le grand placard en bois où je rangeais les bonnes choses. J'ai sorti la nappe blanche. Celle avec les bords en dentelle. Je ne l'avais pas utilisée depuis Noël. Je l'ai étendue sur la table. Puis j'ai sorti la belle vaisselle. Les assiettes à bord dorés. Les fourchettes et les cuillères en argent. J'ai mis le couvert pour 4 personnes. Moi, Sarah, l'agent Mike et Marcus. C'était magnifique. On aurait dit une table de fête. Je suis allé vers le miroir dans le couloir. J'ai regardé à nouveau mon bleu. Il était maintenant violet foncé. Horrible. J'ai ouvert un tiroir et j'ai trouvé un tube de maquillage. De l'anti-cerne. Je l'ai porté à mon visage. Je pouvais couvrir le bleu. Je pouvais le cacher. J'ai longuement contemplé le tube. Puis je l'ai jeté à la poubelle. Non. Je n'allais pas le cacher. Je voulais qu'il le voie. Je voulais que tout le monde le voie. C'était son travail. Il devait le voir en mangeant ses biscuits. Je suis monté m'habiller. Je suis passé devant la porte de Marcus. Je l'entendais ronfler. Un ronflement fort et profond. Je suis resté là une seconde, la main suspendue au-dessus de la poignée. Une partie de moi avait envie de courir à l'intérieur et de le secouer. De lui crier dessus. De lui demander pourquoi. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai passé devant sa porte pour aller dans ma chambre. J'ai choisi ma plus belle robe du dimanche. Elle était bleu foncé. Col montant. Très sérieuse. Je l'ai enfilée. J'ai tiré mes cheveux en arrière en un chignon serré. Je me suis tenue droite. J'avais mal au dos, mais je me suis tenue droite. J'étais prête. Je suis redescendue attendre. Tic-tac. L'horloge avançait lentement. 7 heures. 7h30. À 7h45, le café était prêt. Le repas était chaud. La table était mise. À 7h50, j'ai entendu le plancher craquer à l'étage. Il était réveillé. Je me suis assise en bout de table. Les mains jointes sur les genoux, je restais parfaitement immobile. À l'étage, le plancher a de nouveau craqué. Pas, pas, pas. Je connaissais ces bruits. Je savais exactement comment il se déplaçait. Il avait les pieds lourds ce matin. Cela signifiait qu'il avait mal à la tête. Cela signifiait qu'il était encore sous l'effet du whisky de la veille. J'ai entendu l'eau couler dans la salle de bain. Il s'aspergeait le visage. Peut-être se regardait-il dans le miroir, comme moi. Mais je doutais qu'il ait vu un monstre. Il voyait probablement juste un homme avec un mal de tête. Puis, les lourdes bottes commencèrent à descendre l'escalier. Boum, boum, boum. Mon cœur se mit à battre un peu plus vite, mais je le forçai à ralentir. Je pris une grande inspiration. Je me concentrai sur l'odeur du café et des pêches. Je me concentrai sur la douleur à ma joue. Cette douleur était bénéfique. Elle me permettait de rester alerte. Elle me rappelait pourquoi je faisais tout ça. Marcus entra dans le couloir. Il s'arrêta à l'endroit où il avait cassé le vase. Il regarda le sol. Il était propre. J'avais balayé chaque morceau de verre bleu. Il grogna. Il pensait sans doute que je l'avais fait par pure gentillesse. Il pensait sans doute que j'avais tout nettoyé pour qu'il n'ait pas à voir son désordre. Il entra dans la salle à manger. Il avait une mine affreuse. Sa chemise était froissée. Ses cheveux étaient en désordre. Son visage était bouffi et grisâtre. Il sentait le bar. Il s'arrêta sur le seuil en voyant la table. Il cligna des yeux. Le soleil matinal brillait sur la nappe blanche. L'argenterie étincelait. Les biscuits, fumants, s'empilaient dans un panier. Il parut perplexe un instant. Son regard se porta sur la nourriture, puis sur moi. Il remarqua le bleu. La lumière du soleil frappait mon visage avec une clarté saisissante. La marque violette sur ma joue était grande et disgracieuse. Ma lèvre était encore gonflée. Il la fixa du regard. Je suivis son regard. J'attendais la honte. J'attendais qu'il baisse les yeux. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, un sourire lent et tordu se dessina sur son visage. Un sourire odieux. Le sourire d'un homme qui se croit vainqueur. Tiens, tiens, dit-il d'une voix rauque.
Regarde ça. Il s'approcha de la table. Il tira sa chaise, celle à l'autre bout. Il s'assit lourdement. Je savais que tu finirais par céder, dit-il. Il attrapa un biscuit chaud. Sans serviette. Je te l'avais dit, maman. Parfois, il suffit d'un petit coup de pouce pour se ressaisir. Je ne dis rien. Je le regardais simplement. Il croqua à pleines dents dans le biscuit. Des miettes tombèrent sur sa chemise et sur ma nappe blanche immaculée. Il mâchait la bouche ouverte. C'est bon, dit-il, la bouche pleine. Tu vois? C'est bien. Voilà comment devrait être une famille. Tu cuisines, je mange. Pas de dispute. Juste du respect. Le respect. Ce mot me donna envie de hurler. Mais je restai figé. Tu sais, continua-t-il en me montrant le biscuit à moitié mangé. Hier soir, ça a un peu dégénéré. Mais c'était peut-être mieux ainsi. Tu avais peut-être besoin de savoir qui est le chef ici. Il se versa une tasse de café. Il en renversa un peu sur la soucoupe. Il s'en fichait. Je te pardonne, dit-il. J'ai failli m'étouffer. Il me pardonnait? Je te pardonne de m'avoir poussé à bout, dit-il en prenant une grande gorgée de café. Mais ne recommence plus. Arrête de me harceler. Ne me demande plus d'argent. Laisse-moi vivre ma vie, et tout ira bien. Il se laissa aller dans son fauteuil, l'air d'un roi. Il pensait que ce petit déjeuner était une offrande de paix. Il pensait que je capitulais. Il pensait m'avoir brisé. Il se trompait. Ding dong. La sonnette retentit. Elle était stridente et forte dans la maison silencieuse. Marcus sursauta. Du café déborda de sa tasse. Il fronça les sourcils. Qui est-ce? Lança-t-il sèchement. Il est 8 heures du matin un dimanche. Je ne répondis pas. Je me levai lentement. Assieds-toi, ordonna Marcus. Ne réponds pas. C'est sûrement un vendeur. Ou ces gens de l'église. Je les ai invités, dis-je d'une voix calme, presque imperceptible. Marcus parut perplexe. Quoi? Qui as-tu invité? Des invités, répétai-je. Je sortis de la salle à manger. Maman, cria-t-il derrière moi. Je t'ai dit de t'asseoir. Je ne veux pas de visite. Regarde-moi, je suis dans un sale état. Je continuai mon chemin. J'arrivai devant la porte d'entrée. À travers le verre dépoli, je distinguais des silhouettes. Je posai la main sur la poignée. Ma paume était moite. C'était le moment. Impossible de faire marche arrière. J'ouvris la porte. Sarah était là. Elle portait un tailleur beige. Elle était élégante. Elle avait ses perles. Elle ne ressemblait pas à une voisine. Elle ressemblait à la juge qu'elle avait été. À côté d'elle se tenait l'agent Mike, en uniforme. Son insigne brillait au soleil. Il paraissait grand et sérieux. Il tenait son chapeau à la main. Bonjour, Eleanor, dit Sarah. Son regard se posa immédiatement sur mon bleu. Sa mâchoire se crispa, mais sa voix resta ferme. Bonjour, Sarah. Bonjour, Mike, dis-je. Entrez, je vous en prie. Le petit déjeuner est servi. Je reculai d'un pas. Ils entrèrent. Le bruit des lourdes bottes de police de Mike sur le parquet était bien différent de celui des bottes de Marcus. C'était un bruit d'autorité. Je les conduisis dans la salle à manger. Marcus était en train de croquer dans son biscuit. Il entendit les pas et leva les yeux, agacé. Maman, je t'avais dit de... Il s'interrompit. Le biscuit lui échappa des mains. Il heurta l'assiette et roula sur la table. Sa bouche resta grande ouverte. Son visage devint livide. Toute son arrogance grise et bouffie le quitta en une fraction de seconde. Il regarda Sarah. Il regarda l'uniforme de Mike. Il fixa le pistolet à la ceinture de Mike. Il repoussa sa chaise. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Sarah ne lui répondit pas. Elle ne le regarda même pas encore. Elle entra dans la pièce comme si elle lui appartenait. Elle passa devant la chaise vide sur le côté. Elle se dirigea vers le bout de la table, l'autre bout. La chaise où Marcus était assis. Marcus se leva d'un bond, comme si sa chaise était en feu. Il recula, heurtant le mur. Sarah s'assit à sa place.
Elle occupait le siège du pouvoir. Elle posa son sac à main par terre. Elle lissa sa jupe. Puis, elle le regarda. Un regard glacial. Mike se tenait près de la porte. Il ne s'assit pas. Il croisa les bras. Il paraissait imposant. Il bloquait la sortie. Le silence régnait dans la pièce. Seul le tic-tac de l'horloge et la respiration rapide et paniquée de Marcus venaient troubler le silence. « Que se passe-t-il » balbutia Marcus. Sa voix était aiguë et tremblante. « Tante Sarah ? Mike ? Pourquoi êtes-vous là » Sarah prit la cafetière. Elle se versa une tasse. Elle ajouta de la crème. Elle remua lentement. Clac, clac, clac. « Assieds-toi, Marcus, dit Sarah. Elle ne cria pas. Ce n'était pas nécessaire. Marcus regarda la chaise vide sur le côté, la chaise des invités. Il regarda la porte, mais Mike était là. Il me regarda. « Maman, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que tu as fait » Je restai debout près de la fenêtre. Je ne m'assis pas. J'ai fait ce que j'avais à faire, dis-je. Assieds-toi, répéta Sarah. D'un ton plus sec cette fois. Marcus s'assit. Il s'affala dans son fauteuil. Il paraissait petit. On aurait dit un garçon pris la main dans le sac en train de voler des bonbons. Mais c'était bien pire. Sarah prit une gorgée de café. C'est un excellent café, Éléanore, dit-elle. Merci, répondis-je. Sarah reporta son regard sur Marcus. Marcus, dit-elle. Je me souviens de ta naissance. Je me souviens de tes premiers pas. Je me souviens des fleurs que tu m'apportais de ton jardin à 5 ans. Marcus déglutit difficilement. Tante Sarah, s'il vous plaît. Je ne suis pas ta tante Sarah en ce moment, le coupa-t-elle. En ce moment, je suis le juge Johnson. Et je regarde un homme que je ne reconnais pas. Elle me pointa du doigt. Regarde ta mère. Marcus essaya de baisser les yeux. Regarde-la. La voix de Sarah claqua comme un fouet. Marcus tressaillit. Il leva lentement les yeux vers mon visage. Il regarda l'échymose violacée. Il regarda la lèvre enflée. Ce n'est pas un accident, dit Sarah. C'est un crime. Et c'est toi qui l'as fait. C'était une erreur, murmura Marcus. On se disputait. J'avais trop bu. Ça ne se reproduira plus. Une erreur, répéta Sarah. Renverser du lait est une erreur. Oublier ses clés est une erreur. Frapper sa mère dans sa propre cuisine n'est pas une erreur. C'est une agression. L'agent Mike s'avança. Il sortit un petit carnet de sa poche. Marcus est, dit Mike d'une voix grave et officielle. Nous recevons des plaintes à votre sujet depuis des mois. Les voisins entendent des cris. Ils entendent des objets se briser. Marcus baissa les yeux sur ses mains. Ses mains tremblaient. Il y a 3 semaines, poursuivit Mike en lisant le livre, tu t'es battu au bar de la 4e rue. Tu as cassé le nez d'un homme. Le patron n'a pas porté plainte parce qu'il connaît ta mère. Il l'a fait pour elle. Je ne le savais pas. Un flot de honte m'envahit. Mon fils était violent partout, pas seulement ici. Et maintenant, ça, dit Mike en désignant mon visage. Coups et blessures volontaires. Violence conjugale. Je ne l'ai pas fait exprès, s'écria Marcus. Les larmes se mirent à couler sur ses joues. Maman, dis-leur. Dis-leur que c'était un accident. Ne les laisse pas m'emmener. Il me regarda avec ses yeux suppliants. Les mêmes yeux qu'il utilisait quand il voulait de l'argent. Les mêmes yeux qu'il utilisait quand il voulait que je répare ses bêtises. Maman, s'il te plaît, implora-t-il. Je suis ton fils. Tu ne peux pas me faire ça. C'est une affaire de famille. Je me suis approché de la table. Je me suis tenu près de Sarah. J'ai posé la main sur le dossier de sa chaise. Une affaire de famille, ai-je répété doucement. Oui, s'est exclamé Marcus. On peut arranger ça. J'arrête de boire. Promis. Dis-leur juste de partir. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait projeté contre un meuble 4 heures plus tôt. J'ai regardé l'homme qui avait mangé mes biscuits et qui m'avait dit qu'il me pardonnait de l'avoir poussé à me frapper. Ce n'est plus une affaire de famille depuis que tu m'as frappé, ai-je dit.
On ne frappe pas sa famille. On se protège. Je te protégerai, a sangloté Marcus. Non, ai-je dit. C'est toi le danger. J'ai besoin d'être protégé de toi. Sarah s'est levée. Elle s'est penchée au-dessus de la table. Ta mère t'a tout donné, a-t-elle dit. Elle t'a donné un toit. Elle t'a donné de l'argent. Elle t'a donné de l'amour. Et tu l'as payé avec tes poings. Je suis désolée. Marcus sanglotait. Il enfouit son visage dans ses mains. Les excuses ne suffisent plus, dit Sarah. Tu as trahi ta confiance. Tu as enfreint la loi. Et maintenant, tu dois en payer le prix. Elle regarda Mike et hocha la tête. Mike rangea son carnet. Il attrapa sa ceinture. Clic. Il ouvrit l'étui en cuir qui contenait les menottes. Le bruit résonna dans la pièce. Marcus releva brusquement la tête. Non, murmura-t-il. Non, non, non. Lève-toi, Marcus, dit Mike. Maman, hurla Marcus. Il se leva, mais ne se dirigea pas vers Mike. Il se dirigea vers moi. Maman, arrête-les. Tu ne peux pas les laisser m'arrêter. Je suis ton fils. Il tendit la main vers moi. Mike réagit rapidement. Il s'interposa entre nous. Il attrapa le bras de Marcus et le lui tordit dans le dos. Ne la touche pas, grogna Mike. Marcus se débattait. Lâche-moi. Mike plaqua Marcus contre le mur. Arrête de te débattre, sinon je rajoute rébellion à la liste. Marcus s'affaissa. Il pressa son front contre le papier peint de la salle à manger. Il sanglotait bruyamment, violemment. Mike tira l'autre bras de Marcus en arrière. Clic clic. Les menottes métalliques se verrouillèrent autour de ses poignets. Mon fils était menotté. Dans ma salle à manger. J'ai vu ça. J'ai ressenti une douleur si vive au cœur que j'ai cru mourir. Mais je n'ai pas détourné le regard. Sarah s'est approchée de moi. Elle a passé son bras autour de mes épaules. Elle m'a soutenu. Mike a retourné Marcus. Marcus m'a regardé une dernière fois. Je te hais, a-t-il sifflé. Ses yeux étaient à nouveau remplis de venin. Tu m'as trahi. Je te hais. Sarah m'a serré l'épaule. Allons-y, a-t-elle dit à Mike. Mike a commencé à conduire Marcus vers la porte. Tu vas le regretter. Marcus hurla tandis qu'il le traînait dehors. Tu vas mourir seul dans cette maison. Tu m'entends? Seul. Je suis resté là, immobile. J'ai entendu ses bottes racler le sol. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai entendu les voisins dehors. J'ai entendu des voix. Ils nous observaient. Puis, j'ai entendu la portière de la voiture claquer. Boum. Et puis, le bruit du moteur qui s'éloignait. Le silence est retombé dans la maison. C'était fini. Mes jambes ont flanché. Je me suis affalé sur la chaise où Marcus était assis. J'ai posé ma tête sur la nappe blanche, juste à côté de l'assiette où se trouvait le biscuit à moitié mangé. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le petit garçon à la canne à pêche. J'ai pleuré pour le mari qui n'était pas là pour me soutenir. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu. Sarah s'est assise à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement caressé le dos tandis que je tremblais. Nous sommes restés assises là longtemps. Le café a refroidi. Les biscuits ont refroidi. Finalement, j'ai relevé la tête. J'ai essuyé mes yeux avec une serviette. Il est parti, ai-je murmuré. Il est parti, a dit Sarah. Et tu es en sécurité. Il a dit que je mourrais seule, ai-je dit d'une voix tremblante. Il essayait de te faire du mal une dernière fois, a dit Sarah. Mais regarde autour de toi, Eleanor. Tu as Mike. Ta sœur arrive. Tu n'es pas seule. J'ai regardé la chaise vide où mon fils était assis. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, a dit Sarah, il comparaît devant le juge. Pas moi. Un vrai juge. Il ira en prison pendant un certain temps. Ensuite, il ira en cure de désintoxication. C'est obligatoire. Va-t-il guérir? Ai-je demandé. L'espoir maternel en moi persistait. Sarah a soupiré. C'est à lui de décider.
Mais il ne pouvait pas guérir ici. Ici, son état ne faisait qu'empirer. Tu as fait la seule chose qui pouvait le sauver. J'ai l'impression de l'avoir tué, ai-je dit. Non, dit Sarah fermement. Tu t'es sauvé. Et peut-être, qui sait, tu l'as empêché de devenir un meurtrier. J'acquiesçai lentement. Elle avait raison. Je me levai. Je pris l'assiette de Marcus. Je l'emportai à la cuisine. Je jetai le biscuit à la poubelle. Je lavai l'assiette. Je l'essuyai. Je la rangeai. Je nettoyai le désordre. Comme toujours. Mais cette fois, le désordre ne reviendrait pas ce soir. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et la verrouillai. J'enclenchai le verrou de sécurité. Clic. Pour la première fois en 2 ans, le bruit de la serrure ne signifiait pas que je m'enfermais. Cela signifiait que je tenais le mal à distance. Je retournai dans la salle à manger. Sarah, dis-je. Veux-tu une tasse de café? Elle sourit. Un sourire chaleureux et sincère. Avec plaisir. Nous nous assîmes ensemble dans la maison silencieuse. L'orage était passé. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. C'était un nouveau jour. La voiture de police était partie. Les voisins étaient rentrés chez eux. La rue était redevenue calme. À l'intérieur, le silence était pesant. Comme une épaisse couverture recouvrait tout. Pendant 2 ans, cette maison avait résonné de bruit. Marcus hurlant devant la télé. Marcus claquant les portes. Marcus tapant du pied. La télé diffusant des chaînes sportives à plein volume toute la nuit. Maintenant, plus rien. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge. J'étais assise à table avec Sarah. Mes mains serraient une tasse de café froid. Je tremblais de tous mes membres. Il ne faisait pas froid dehors, mais j'étais glacée intérieurement. Il est vraiment parti, ai-je murmuré. J'avais encore du mal à y croire. Je m'attendais à ce que la porte d'entrée s'ouvre brusquement. Je m'attendais à le voir revenir, furieux et hurlant. Sarah a tendu la main par-dessus la table et a posé la mienne sur la sienne. Sa peau était chaude. Il est parti, Eleanor. Tu as réussi. Le plus dur est passé. Vraiment? Je n'en étais pas si sûre. J'avais le cœur lourd, comme une pierre dans la poitrine. Je venais d'envoyer mon unique enfant en prison. Quelle mère fait une chose pareille? Je me sens comme une traîtresse, dis-je. Les larmes me piquaient de nouveau les yeux. Tu es une survivante, dit Sarah d'un ton ferme. Ne confonds pas les deux. Une portière de voiture claqua dehors. Puis, des pas précipités sur le perron. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Elle n'était pas encore verrouillée. Eleanor. C'était Clara. Ma sœur. Elle avait conduit 3 heures en 2 heures. Ses cheveux étaient en bataille et son visage pâle. Elle se précipita dans la salle à manger et me vit. Elle vit le bleu sur ma joue. Elle vit ma lèvre gonflée. Elle s'arrêta net. Sa main se porta à sa bouche. Oh mon Dieu, halta-t-elle. Il l'a vraiment fait. Elle courut vers moi et me serra dans ses bras. Elle sentait la menthe poivrée et un vieux parfum. C'était l'odeur de la sécurité. J'ai enfoui mon visage dans son épaule et je l'ai lâché. J'ai pleuré plus fort que je n'avais pleuré de toute la matinée. Clara me serrait fort dans ses bras. Elle me berçait comme un bébé. Je suis là, Ellie. Je suis là. Je te tiens. Sarah se leva discrètement. Je vais préparer du thé, dit-elle. Elle nous laissa de l'espace. Au bout d'un moment, je me suis dégagée. Clara m'a regardé attentivement. Son regard était furieux, mais son toucher était doux. Ça fait mal? Demanda-t-elle. Un peu, mentis-je. Ça faisait très mal. J'avais un mal de tête lancinant. Il faut mettre de la glace, dit Clara. Elle prit les choses en main immédiatement. C'est comme ça, Clara. C'est la cadette, mais elle se comporte comme l'aînée. Elle alla à la cuisine. Je l'entendis ouvrir le congélateur. J'entendis les glaçons s'entrechoquer dans un sac. C'était étrange d'être prise en charge. Pendant si longtemps, j'avais pris soin de tout le monde. J'avais pris soin de Thomas. J'avais pris soin de Marcus. J'avais pris soin de cette maison. Et maintenant, c'était moi,
assise sur la chaise, brisée. Clara revint avec une poche de glace enveloppée dans une serviette. Elle l'appliqua doucement sur ma joue. Le froid me fit du bien. Il engourdit la brûlure qui me brûlait la peau. « Où est-il » demanda Clara d'une voix dure. « Au commissariat » répondit Sarah en revenant avec un plateau de thé. Mike l'a emmené. Ils vont l'enregistrer, prendre ses empreintes et le mettre en cellule. Clara acquiesça. Bien. J'espère que le lit est dur. J'espère que le repas est froid. Clara, dis-je doucement. Ne, quoi, s'exclama Clara. Ne, le déteste pas? Ellie, regarde ta tête. C'est un adulte. Il a frappé sa mère. Il mérite tout ce qui lui arrive de mal en ce moment. Je savais qu'elle avait raison. Mais j'avais encore mal au cœur pour lui. Je l'imaginais seul dans une cage. Avait-il peur? Avait-il froid? Il m'a crié dessus en partant, ai-je murmuré. Il a dit que j'allais mourir seul. Le silence se fit dans la pièce. Le visage de Clara s'adoucit. Elle s'assit près de moi et reprit ma main. Il essayait de te faire peur, dit-elle. C'est ce que font les brutes. Quand elles perdent leur pouvoir, elles essaient d'utiliser la peur. Mais regarde-nous. Moi. Sarah. Tu n'es pas seule. Tu ne seras jamais seule. Nous avons bu le thé en silence. La boisson chaude me réchauffait la poitrine. Il faut qu'on nettoie, dit soudain Clara. Elle se leva. Il faut chasser son énergie de cette maison. J'ai regardé la table. J'ai déjà nettoyé la cuisine. Pas seulement la vaisselle, dit Clara. Je veux dire, nettoyer. On va laver les sols. On va ouvrir les fenêtres. On va changer les draps. On va frotter cette maison jusqu'à ce qu'elle sente le citron et la tranquillité. Et c'est ce que nous avons fait. Pendant les 4 heures qui ont suivi, nous avons travaillé d'arrache-pied. C'était comme une frénésie. Nous avons ouvert toutes les fenêtres, même s'il faisait frais. Nous avons laissé l'air frais circuler dans les pièces poussiéreuses. Clara est allée dans le salon. Elle a ramassé toutes les canettes de bière de Marcus. Il y avait des bouteilles vides cachées sous le canapé. Des vieilles boîtes à pizza étaient empilées dans un coin. Elle les a toutes mises dans de grands sacs poubelles noirs. Elle les a emportées sur le trottoir comme s'il s'agissait de déchets toxiques. Sarah a aidé aussi. Elle a épousseté les étagères. Elle a redressé les tableaux. Je suis montée à l'étage. Je me suis arrêtée dans le couloir, devant la chambre de Marcus. La porte était fermée. J'ai pris une grande inspiration et je l'ai ouverte. L'odeur m'a frappée en premier. Air vicié. Linge sale. Drap non lavé. C'était une odeur de dépression. La chambre était un vrai capharnaüm. Des vêtements jonchaient le sol. Le lit était défait. Je suis entrée. Je me sentais comme une intruse. C'était sa caverne depuis 2 ans. Il ne me laissait pas y entrer souvent. J'ai commencé à défaire le lit. J'ai retiré les draps gris et les ai mis en tas. J'ai ramassé ses chemises sales qui traînaient par terre. En rangeant, j'ai fait des découvertes. Une bouteille de vodka cachée dans le placard. Une pile de contraventions sur la commode. Une lettre de son ancien travail, froissée dans la poubelle. C'était une chambre triste. La chambre d'un homme qui avait baissé les bras. J'ai tout nettoyé. Je n'ai pas jeté ses vêtements. Je n'étais pas si cruelle. Je les ai lavés. Je les ai pliés. Je les ai rangés dans la commode. J'ai remis la chambre en ordre. J'en ai fait une chambre d'amis, pas une cage. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas verrouillée. Je l'ai juste fermée. Je suis redescendue. La maison avait une odeur différente. Ça sentait la cire à parquet et les fenêtres ouvertes. L'air était plus léger. Sarah a dû partir vers 14 heures. Elle m'a serré dans ses bras sur le seuil. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, Éléanore, m'a-t-elle dit. Je m'occuperai des formalités juridiques demain. Ne t'inquiète pas pour les avocats ou les juges pour l'instant. Repose-toi. Merci, Sarah, ai-je répondu. Pour tout. C'est à ça que servent les voisins, a-t-elle souri. Clara est restée. Elle a dit qu'elle ne partirait pas avant au moins une semaine. Je n'ai pas insisté.
Je ne voulais pas être seule ce soir. Ce soir-là, nous nous sommes assises sur la véranda. Le soleil se couchait. Le ciel se teintait d'orange et de rose. C'était magnifique. D'habitude, à cette heure-ci, Marcus aurait déjà commencé son deuxième verre. Il aurait fait les 100 pas dans le salon, se plaignant des informations. J'aurais marché sur des œufs, essayant de ne pas faire de bruit. Ce soir-là, il n'y avait que le chant des oiseaux et le bruit des voitures qui passaient. C'est si calme, dis-je. C'est paisible, me corrigea Clara. Profitant. Nous avons commandé une pizza pour le dîner. Je n'en avais pas mangé depuis des années. Marcus n'aimait pas ça. Il ne voulait que de la viande et des pommes de terre. Nous l'avons mangé directement dans la boîte, assis à la table de la cuisine. C'était comme un goût de liberté. Mais à la tombée de la nuit, la peur est revenue. Clara dormait dans la chambre d'amis, juste à côté de la mienne. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. J'ai enfilé ma chemise de nuit. Je me suis regardée dans le miroir. L'ecchymose était plus foncé maintenant, presque noir. C'était effrayant. Je me suis allongée dans mon grand lit. Les draps étaient frais. J'ai éteint la lampe. L'obscurité a envahi la pièce. Et puis, mes pensées se sont emballées. J'ai entendu un bruit en bas. Un craquement. Mon cœur s'est arrêté. Est-il revenu? L'ont-ils relâché? S'est-il introduit par effraction? Je me suis redressée, tendant l'oreille. J'ai retenu mon souffle. Le silence. Juste le bruit de la vieille maison qui se tasse. Je me suis recouchée. Mais mon corps était tendu. Chaque ombre ressemblait à lui. Chaque bruit ressemblait au bruit de ses bottes. J'ai alors compris que le renvoyer ne m'avait pas guéri instantanément. La peur était profonde. Elle était ancrée en moi. Il me faudrait plus d'une journée pour m'en débarrasser. J'ai pensé à lui dans sa cellule. Dormait-il? Était-il en colère? Me détestait-il? Tu vas le regretter. Sa voix résonnait dans ma tête. Une larme coula sur mon nez et tomba sur l'oreiller. Je suis désolée, Marcus, murmurai-je dans l'obscurité. Je suis tellement désolée. Je dormis mal. Je me réveillais toutes les heures. Je faisais des cauchemars. Dans mon rêve, j'étais de retour dans la cuisine. Il me bousculait. Mais cette fois, je ne me relevais pas. Cette fois, je restais allongée par terre. Je me réveillais en sueur. Il était 3 heures du matin. L'heure exacte à laquelle il était rentré la veille. Je me levai et allai à la fenêtre. La rue était déserte. Aucune voiture dans l'allée. Aucune lumière allumée. Je sortis dans le couloir. Je marchai jusqu'à la porte de Clara. Je l'entr'ouvris. Elle dormait profondément. Sa respiration était douce et régulière. La voir saine et sauve me réconforta un peu. Je n'étais pas seule. Je descendis à la cuisine. Je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assise dans mon fauteuil à bascule. Le même fauteuil où j'étais assise la nuit dernière. Mais ce soir, personne ne viendrait me faire du mal. J'ai regardé l'endroit où j'étais tombée. J'ai regardé le vaisselier. Je suis en sécurité. Ai-je dit à voix haute. Je suis en sécurité. Je me suis bercée doucement. Grincement. Grincement. Le rythme était apaisant. J'ai réalisé que j'avais beaucoup de travail. Pas seulement nettoyer la maison. Je devais faire le vide dans ma tête. Je devais réapprendre à être Eleanor, et non plus seulement la mère effrayée de Marcus. Je suis restée assise là jusqu'au lever du soleil. J'ai regardé le ciel passer du noir au gris, puis au bleu. C'était un nouveau jour. Le deuxième jour de ma nouvelle vie. Quand le soleil fut haut dans le ciel, j'ai fait du café. Un café fort. Clara est descendue quelques minutes plus tard. Elle avait l'air somnolente, mais heureuse. J'ai senti l'odeur du café, a-t-elle dit en bâillant. Tu as dormi? Un peu, dis-je. Ça va aller mieux, dit Clara en se versant une tasse. Le temps apaise les souffrances. C'est un cliché, mais c'est vrai. Je l'espère, dis-je. Le téléphone sonna. Nous sursautâmes toutes les deux. Qui appelait à 7 heures du matin? Je regardai l'afficheur. C'était un numéro inconnu. Prison du comté, affichait-il.
Ma main resta figée sur le combiné. C'est lui, murmurai-je. Clara posa sa tasse. Tu veux répondre? Je fixai le téléphone. Il sonna de nouveau. Et encore. Si je répondais, que dirait-il? Crierait-il? Supplierait-il? Si je ne répondais pas, je me poserais la question toute la journée. Je pris une grande inspiration. Ma main tremblait, mais je tendis le bras. Je décrochai. Allô? Appel en PCV d'un détenu de la prison du comté de Savannah, annonça une voix robotique. Appuyez sur 1 pour accepter. Je regardai Clara. Elle hocha la tête. Sois fort. J'appuyai sur 1. Un clic. Puis des grésillements. Maman. Sa voix était faible. Brisée. Il ne ressemblait plus au monstre. Il avait de nouveau la voix de mon petit garçon. Maman, tu es là. Je fermai les yeux. Des larmes coulèrent. Je suis là, Marcus, dis-je. Je suis là. Je suis là, Marcus, répétai-je. Ma main serrait le téléphone si fort que j'avais mal aux doigts. Maman, il faut me sortir de là, dit-il. Sa voix était rapide et paniquée. C'est horrible ici. Le lit est en métal. La nourriture est immonde. Il y a des gars ici qui... Maman, je n'ai rien à faire ici. Je fermai les yeux. J'entendais la peur dans sa voix. Il voulait que sa mère arrange tout. Il voulait que je descende là-bas, que je paie la caution et que je le ramène à la maison, dans son lit douillet. Il voulait du lait chaud et le pardon. Je ne peux pas faire ça, mon fils, dis-je d'une voix calme, même si mon cœur se brisait. Quoi? Il semblait choqué. Comment ça, tu ne peux pas? Tu n'as qu'à payer la caution. Je sais que tu as les économies. L'argent de l'assurance de papa. Maman, s'il te plaît. J'ai l'argent, dis-je. Mais je ne vais pas l'utiliser pour ça. Un silence pesant s'installa au bout du fil. Un silence glacial. Tu me laisses ici, murmura-t-il. Avec ces criminels. Tu as enfreint la loi, Marcus, dis-je doucement. Tu es là où la loi envoie ceux qui font du mal aux autres. Je ne peux pas te sortir de là. Tu dois assumer tes responsabilités. Je te hais, hurla-t-il soudain. La tristesse avait disparu, remplacée par cette rage hideuse et familière. Si tu me laisses ici, ne m'adresse plus jamais la parole. Tu es mort à mes yeux. Clic. Il raccrocha. La ligne fut coupée. Je suis resté là, dans la cuisine, le téléphone silencieux à la main. Mes genoux ont flanché et je me suis laissé tomber lourdement par terre. Clara était à mes côtés en un instant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé de payer sa caution, ai-je répondu en fixant le mur. J'ai refusé. Il a dit qu'il me détestait. Clara m'a serré fort dans ses bras. Tu as bien fait, Ellie. Si tu paies sa caution, il n'apprendra rien. Il apprendra juste que maman le sauvera toujours. J'ai l'impression que mon cœur s'arrache, ai-je dit. C'est parce que tu es une bonne mère, a dit Clara. Mais parfois, être une bonne mère, c'est les laisser tomber. Les 3 semaines suivantes m'ont paru interminables. Marcus est resté en prison. Il attendait son audience. Je ne suis pas allé le voir. Sarah me l'avait déconseillé. Laisse-le tranquille, m'a-t-elle dit. Il a besoin d'être seul avec ses pensées. Sans distraction. Alors j'ai attendu. La maison était calme. Clara est rentrée chez elle au bout d'une semaine, mais elle m'appelait tous les soirs. Sarah venait prendre le café tous les matins. J'ai commencé à prendre les choses en main. J'ai engagé quelqu'un pour installer un système de sécurité. Des caméras sur le porche, des détecteurs d'ouverture aux fenêtres. L'installateur était un jeune homme nommé Dave. Il était poli. Il m'a montré comment utiliser le clavier. Appuyez sur ce bouton pour l'activer, m'a-t-il expliqué. Si quelqu'un essaie d'ouvrir une porte, l'alarme hurlera si fort qu'elle réveillera les morts. Ce soir-là, je l'ai activé. Bip. Le petit voyant rouge s'est allumé. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit. Je savais que la maison veillait sur moi. Je suis aussi allé consulter un médecin. Non pas un médecin généraliste, mais une psychothérapeute. Sarah me l'avait recommandé. Elle s'appelait Dr Lewis.
Je me suis assise dans son cabinet, sur un canapé beige. Ça sentait la lavande. Je me suis sentie bête au début. Je suis une vieille dame. On ne parle pas de ses sentiments à des inconnus. On prie, ou on garde tout pour soi. Mais le docteur Lewis était bienveillante. Elle s'est contentée d'écouter. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la mort de Thomas. Je lui ai parlé du licenciement de Marcus. Je lui ai parlé de l'alcool, des cris, des vols. Et je lui ai parlé de la gifle. Je me sens coupable, lui ai-je dit. J'ai l'impression de l'avoir laissé tomber. Eleanor, a dit doucement le docteur Lewis. Vous ne l'avez pas laissé tomber. Vous l'avez arrêté. Il y a une différence. Ces mots m'ont marqué. Je l'ai arrêté. 3 semaines après l'arrestation, je suis allé chercher le courrier. Le soleil brillait, mais l'air était vif. L'automne approchait. Il y avait une enveloppe blanche dans la boîte. Elle paraissait banale. Mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était brouillon et de travers. C'était de Marcus. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai failli laisser tomber le reste du courrier. Je suis retournée sur le porche et me suis assise dans mon fauteuil à bascule. Je ne voulais pas l'ouvrir. J'avais peur qu'elle soit remplie de haine. J'avais peur qu'elle ne contienne des pages et des pages de « Je te hais » et « Tu es la pire des mères ». Mais je devais savoir. J'ai déchiré l'enveloppe. Il y avait une feuille de papier lignée à l'intérieur. Chère maman, je ne sais pas comment commencer. Je suis dans cette cellule depuis 21 jours. J'ai compté chaque brique du mur. J'ai eu tout le temps de réfléchir. Quand la police m'a emmené, j'étais fou de rage. Je voulais te faire du mal. Je voulais réduire le monde en cendres. Quand je t'ai appelé et que tu as dit non, j'ai eu envie de mourir. Mais ensuite, la colère s'est apaisée. Je n'avais plus de whisky pour l'attiser. Il ne me restait que le silence. J'ai commencé à me souvenir de cette nuit. À m'en souvenir vraiment. Je me souviens de ton regard quand je t'ai poussé. Je me souviens du bruit de ta tête qui a heurté le meuble. Ça me donne la nausée. J'ai compris quelque chose ici. J'étais hors de contrôle. J'étais comme un train qui déraille, et j'allais m'écraser. J'allais tuer quelqu'un, ou me tuer. Tu as actionné le frein d'urgence. Je sais que tu ne peux pas encore me pardonner. Peut-être jamais. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches. Tu n'as pas ruiné ma vie. Tu l'as probablement sauvée. Je vais plaider coupable à l'audience. Je ne vais pas me battre. J'ai besoin d'aide. D'une vraie aide. Je suis désolée. Pour le vase. Pour l'argent. Pour la gifle. Pour tout. Marcus. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis une 3e. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. C'était du soulagement. Le monstre avait disparu. Mon fils était toujours là, quelque part, enfoui sous la dépendance et la colère, mais il était là. J'ai serré la lettre contre ma poitrine et je me suis bercée sur ma chaise. Dieu merci, ai-je murmuré. Dieu merci. L'audience a eu lieu 2 jours plus tard. J'ai enfilé ma robe bleue du dimanche, celle que je portais le matin de mon arrestation. Elle était comme une armure. Sarah m'a conduite au palais de justice. C'était un grand bâtiment imposant, en pierre grise. Je me sentais toute petite en montant les marches. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Ça sentait le cirage et le vieux papier. J'ai aperçu Marcus. Il était assis à une table avec un avocat commis d'office. Il portait une combinaison orange. Il avait changé. Il était plus mince. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient clairs. Les rougeurs avaient disparu. Il m'a vu entrer. Il n'a pas souri. Il a simplement hoché la tête lentement, respectueusement. J'ai hoché la tête en retour. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. C'était un homme sévère avec des lunettes. Affaire numéro 405, a annoncé l'huissier. État contre Marcus Hay. L'avocat s'est levé. Monsieur le juge, mon client souhaite plaider coupable. Le juge a regardé Marcus. Monsieur Hay, comprenez-vous ce que cela signifie? Vous renoncez à votre droit à un procès. Je comprends, monsieur, a dit Marcus. Sa voix était calme mais assurée.
C'est moi qui l'ai fait. Je veux assumer mes responsabilités. Le juge a regardé les documents sur son bureau. Il a regardé Marcus, puis il m'a regardé, assis au deuxième rang. J'ai lu le rapport, dit le juge. Agression sur une personne âgée. Violence conjugale. C'est grave, monsieur. Vous avez fait du mal à la femme qui vous a donné la vie. Je sais, monsieur, répondit Marcus en baissant les yeux sur ses mains. Cependant, poursuivit le juge, je ne vois aucune condamnation antérieure pour violence. Et je vois ici une lettre de la victime. Il brandit une feuille de papier. C'était une lettre que j'avais écrite au juge, avec l'aide de Sarah. J'implorais sa clémence, mais pas ma liberté. Je demandais de l'aide. Votre mère me demande d'ordonner un traitement, dit le juge. Elle pense que la dépendance est à l'origine de tout cela. Marcus me regarda, surpris. Il ignorait que j'avais écrit. Monsieur est, dit le juge, je vous condamne à 6 mois dans un centre de réadaptation. Vous serez ensuite soumis à une période de probation de 2 ans. Vous suivrez des cours de gestion de la colère et vous assisterez à des réunions des alcooliques anonymes 3 fois par semaine. Il frappa du marteau. Et je prononce une ordonnance d'éloignement. Vous n'avez pas le droit de vous approcher à moins de 150 mètres de la maison de votre mère tant qu'elle n'en aura pas décidé autrement. Compris? Oui, monsieur, répondit Marcus. Bonne chance, fiston, dit le juge. L'huissier emmena Marcus. En passant devant l'allée où j'étais assise, il s'arrêta un instant. Merci, maman, murmura-t-il. Aucun son. Juste les mots. Puis il disparut. Sarah me serra la main. 6 mois de cure de désintoxication. C'est le meilleur dénouement possible, Éléanore. C'est vrai, acquiesçai-je. Maintenant, le vrai travail commence. Pour lui. Et pour moi. Nous sortîmes du tribunal, baignés par la lumière éclatante du soleil. Je pris une profonde inspiration. L'air était doux. Pour la première fois en 2 ans, je n'avais plus à m'inquiéter de l'heure à laquelle Marcus rentrerait. Je n'avais plus à m'inquiéter de son humeur. Je n'avais plus besoin de cacher mon sac à main. J'étais libre. La vie a repris son cours. L'automne a laissé place à l'hiver. La maison était paisible. J'ai recommencé à inviter des amis. Les dames de l'église sont venues prendre le thé. Nous nous sommes assises au salon et avons ri. Je me suis rendu compte que je n'avais pas ri depuis très longtemps. Je me suis inscrite à un club de lecture. J'ai recommencé à tricoter. J'ai tricoté une couverture jaune pour le nouveau petit enfant de Clara. J'écrivais à Marcus 1 fois par semaine. De courtes lettres. Je lui parlais du jardin. Je lui parlais du temps qu'il faisait. Je n'évoquais pas le passé. Je restais légère. Il me répondait. Il me disait que la rééducation était difficile. Il me disait qu'il devait parler de ses sentiments en thérapie de groupe. Il détestait ça au début, mais ensuite il a commencé à comprendre. Il m'a dit qu'il était en colère contre lui-même d'avoir perdu son travail et qu'il s'en prenait à moi parce que j'étais la seule présente. La guérison a été lente. Comme un os cassé qui se ressoude. Un après-midi, 6 mois plus tard, le téléphone a sonné. C'était une conseillère du centre de réadaptation. Madame Vance, dit-elle. Marcus a terminé son programme. Il sort mardi prochain. Mon cœur rata un battement. La panique m'envahit un instant. Étais-je prête? Il a trouvé un logement, répondit rapidement la conseillère. Il vivra dans un foyer de transition de l'autre côté de la ville. Il sait qu'il ne peut pas venir chez vous. D'accord, dis-je. C'est bien. Il aimerait vous voir, dit-elle. Avant son départ pour le foyer. Nous pouvons organiser une rencontre supervisée ici, dans mon bureau. Seriez-vous d'accord? Je regardais par la fenêtre. Mes camélias étaient en fleurs. Des fleurs roses et blanches. Elles étaient des survivantes, comme moi. Étais-je prête? Je repensais à la peur. Je repensais à la gifle. Mais ensuite, je repensais à la lettre. Je repensais à l'homme qui m'avait fait un signe de tête au tribunal. Oui, dis-je. Je viendrai. Mardi à 14 heures, dit-elle. Je raccrochai. Je me dirigeai vers le miroir du couloir.
L'ecchymose avait disparu depuis longtemps. Mon visage était lisse. J'avais l'air plus âgée qu'il y a un an, mais aussi plus forte. J'allais voir mon fils. Mais je n'y allais pas en victime. J'y allais en femme consciente de sa valeur. Je pris mon sac à main. Je devais aller au magasin. Il me fallait acheter de la laine. J'avais encore beaucoup de choses à vivre. Mardi arriva. J'étais nerveuse. J'avais le trac. J'ai changé de vêtements 3 fois. D'abord, la robe bleue. Non, trop austère. Ensuite, un chemisier à fleurs. Non, trop gai. J'ai finalement opté pour une simple robe grise à col blanc. C'était sobre et apaisant. Je suis allée en voiture au centre de réadaptation. C'était un bâtiment en briques à la périphérie de la ville, entouré de pins. L'endroit paraissait paisible, mais mes mains étaient moites sur le volant. Je me suis garée et j'ai pris une grande inspiration. Tu peux le faire, Eleanor, me suis-je dit dans le rétroviseur. Tu es forte. Je suis entrée. La réceptionniste m'a souri. Madame Vance? On vous attend dans la salle B. La salle B était une petite pièce au mur bleu clair. Il y avait une table ronde et 3 chaises. Une femme était assise. Elle s'est levée à mon entrée. Bonjour, Eleanor. Je suis le docteur Stevens, a-t-elle dit. Elle avait un visage bienveillant. Asseyez-vous, je vous prie. Marcus arrive dans un instant. Je m'assis. Je lissai ma jupe. Je regardai la porte. 1 minute plus tard, la porte s'ouvrit. Marcus entra. Je le reconnus à peine. Il était maigre. L'air lourd et bouffi qu'il avait à cause de l'alcool avait disparu. Son visage était redevenu fin, comme celui de son père. Ses yeux étaient clairs, non rouges. Il était rasé de près et portait une simple chemise bleue rentrée dans un jean. Il s'arrêta en me voyant. Il semblait effrayé. « Salut, maman », dit-il doucement. « Bonjour, Marcus », répondis-je d'une voix assurée. Il s'assit en face de moi. Il ne chercha pas à me prendre dans ses bras. Tant mieux. Je n'étais pas prête pour une étreinte. Le docteur Stevens prit la parole le premier. Marcus a quelque chose à vous dire, Eleanor. Nous avons répété. Marcus baissa les yeux sur ses mains. Elles étaient crispées sur la table. Il prit une profonde inspiration et leva les yeux vers moi. Maman, commença-t-il. Je suis désolé. Je sais que je l'ai dit dans la lettre, mais je dois te le dire en face. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait du mal. Je suis désolé de t'avoir fait peur. J'ai été un monstre. Je le regardais. Je cherchais la colère dans ses yeux, mais elle n'y était pas. Juste de la tristesse. Je te crois, dis-je. Il expira le souffle qu'il retenait. J'ai beaucoup appris ici, poursuivit-il. J'ai appris que je buvais pour me fuir. Je me sentais comme un raté parce que j'avais perdu mon travail. Alors j'ai essayé de te rabaisser pour me sentir important. C'était mal. C'était lâche. C'était vraiment lâche, acquiesçai-je. Il tressaillit légèrement, mais hocha la tête. Je sais. Et je sais que je ne peux pas réparer mes erreurs simplement en m'excusant. Je dois te le prouver. Oui, dis-je. Tu dois le faire. Un silence s'installa dans la pièce. Le climatiseur ronronnait. Je vais au centre d'hébergement aujourd'hui, dit Marcus. J'ai trouvé un boulot. Pas grand-chose. Juste remplir les rayons d'un supermarché. Mais c'est un travail honnête. C'est une bonne nouvelle, dis-je. Le travail, ça fait du bien. Je veux faire partie de ta vie à nouveau, maman, dit-il. Sa voix se brisa. Tu me manques. La maison me manque. C'était le plus dur. C'était le moment que j'avais répété 1000 fois dans ma tête. Je me penchai en avant. Je le regardai droit dans les yeux. Marcus, dis-je. Je t'aime. Tu es mon fils. Rien ne changera ça. Il sourit, un petit sourire plein d'espoir. Mais, dis-je en levant la main. On ne peut pas revenir en arrière. La maison, c'est mon refuge maintenant. Tu ne peux pas y vivre. Tu ne peux pas venir quand tu veux. Son sourire s'effaça. Il baissa les yeux. Je comprends, murmura-t-il. Je suis sérieuse, dis-je fermement. Ma maison est interdite pour le moment.
J'ai besoin de me sentir en sécurité. Et tu dois apprendre à te débrouiller seul. Tu ne peux pas compter sur moi pour cuisiner et faire le ménage. Tu as 42 ans. Je sais, dit-il. C'est juste. On peut se voir, dis-je. Mais à mes conditions. Quelles sont tes conditions? Demanda-t-il. Toutes les 2 semaines, dis-je. On se retrouve pour un café. Au restaurant de la rue principale. Un lieu public. En journée. Si tu es en retard, je pars. Si tu as bu, je pars. Et si jamais tu me cries dessus à nouveau, je pars et je ne reviens pas. Marcus me regarda. Il avait l'air surpris. Il n'était pas habitué à cette Éléanore. Il était habitué à celle qui cédait. D'accord, dit-il lentement. J'accepte. Le docteur Stevens sourit. Voilà une limite très saine, Éléanore. C'est nécessaire, dis-je. Nous avons discuté encore un peu. Il m'a parlé des livres qu'il lisait. Je lui ai parlé du petit enfant de Clara. C'était poli. C'était prudent. C'était comme parler à un cousin éloigné, pas au garçon que j'avais élevé. Mais c'était rassurant. Au moment de partir, nous nous sommes levés. Marcus a hésité. Il semblait vouloir me tendre la main. Je suis resté ferme. Je lui ai tendu la main. Il a regardé ma main, puis mon visage. Il a compris. Il a pris ma main. Sa poigne était ferme, sans agressivité. Merci d'être venu, maman, a-t-il dit. Prends soin de toi, Marcus, ai-je répondu. Je suis sorti de cette pièce le cœur léger. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. J'ai allumé la radio et j'ai chanté un chant gospel. J'y étais arrivé. Je l'avais affronté, et je n'avais pas flanché. Une année passa. Nous avons respecté le plan. Un mardi sur 2, à 11 heures, je prenais la voiture pour aller au restaurant. Je m'installais dans la banquette près de la fenêtre. Je commandais un thé au citron. Marcus arrivait à 11 heures pile. Il n'était jamais en retard. Il prenait le bus depuis le centre de réinsertion. Il portait son uniforme de travail, un polo vert. Il avait l'air fatigué la plupart du temps. Remplir les rayons, c'est un travail difficile. Mais il avait l'air propre. Nous mangions de la tarte. Nous buvions du café. Comment va le travail? Lui demandai-je. Ça va, répondait-il. J'ai mal au dos, mais le gérant m'apprécie. Il dit que je pourrais bientôt être chef d'équipe. C'est formidable, Marcus, disais-je. Et je le pensais vraiment. Nous ne parlions pas des mauvaises années. Nous ne parlions pas de la nuit de l'arrestation. Nous avons construit une nouvelle relation autour de petites choses. La météo. L'équipe de baseball locale. Le prix de l'essence. Ce n'était pas la relation chaleureuse et intime dont je rêvais. On ne riait pas aux éclats. Il ne me confiait pas ses secrets les plus intimes. Mais il ne me criait pas dessus non plus. Il ne me volait rien. Il ne me frappait pas. Un mardi, environ 8 mois plus tard, il est venu au restaurant, l'air nerveux. Il tenait une petite boîte à la main. « Joyeux anniversaire, maman », a-t-il dit. J'avais oublié que mon anniversaire approchait. J'allais avoir 69 ans. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait un petit oiseau en céramique. Il était bleu. Il n'était pas cher, peut-être trouvé dans une brocante. Mais il était exactement du même bleu que le vase qu'il avait cassé. Je l'ai regardé. Je sais que ça ne le remplace pas, a-t-il dit, le visage rouge. Mais je l'ai vu et j'ai pensé à toi. J'ai caressé du pouce l'aile bleue et lisse de l'oiseau. Les larmes me sont montées aux yeux. Il est magnifique, Marcus, ai-je dit. Merci. J'ai posé l'oiseau sur le rebord de ma fenêtre en rentrant. Il est resté là, à observer la rue. Un petit rappel que les choses cassées peuvent être remplacées, même si elles sont différentes. La vie était simple maintenant. Simple et paisible. Je passais mes journées au jardin. Je cultivais des tomates et des poivrons. J'en donnais à Sarah. Elle préparait de la salsa et m'en donnait la moitié. Tu as l'air plus jeune, Éléanore, m'a dit Sarah un jour, alors que nous étions assises sur ma véranda. Je me sens plus jeune, ai-je répondu. Je ne porte plus un lourd fardeau.
Marcus a quitté le foyer pour emménager dans un petit appartement. C'était un studio aménagé dans un garage, minuscule et plein de courants d'air. Mais il l'avait payé de sa poche. Il m'a invité à le visiter une fois. J'y suis allé. C'était propre. Il y avait une photo de son père au mur. Il avait une cafetière. C'est joli, Marcus, ai-je dit. C'est le mien, a-t-il dit fièrement. Il m'a préparé un café dans une tasse ébréchée. Nous étions assis sur son canapé d'occasion. C'était gênant, mais c'était réel. Ce jour-là, en rentrant chez moi, je repensais à l'étrangeté de la vie. 2 ans plus tôt, j'étais terrifiée dans ma propre cuisine. Maintenant, je buvais mon café dans l'appartement de mon fils, et je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur parce que je savais que j'avais le pouvoir. Je savais que si les choses tournaient mal, je pouvais partir. J'étais maîtresse de ma vie. Les voisins chuchotaient encore parfois. « Tiens, voilà Éléanor, disait-il. Celle qui a mis son fils en prison. » Qu'il chuchote. Il ne savait pas ce que c'était que de dormir avec une chaise coincée sous la poignée de porte. Il ne savait pas ce que c'était que de vérifier son sac tous les matins pour voir s'il manquait de l'argent. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et Marcus? Il était sobre. Il travaillait. Il était redevenu un citoyen comme les autres. Si je n'avais pas appelé la police ce matin-là, où serait-il? Mort. Ou en prison pour quelque chose de pire. Parfois, l'amour n'est pas une étreinte. Parfois, l'amour est un panneau stop. Parfois, l'amour est une porte verrouillée. Un soir, j'étais assise sur ma véranda, à regarder le soleil se coucher. Le téléphone sonna. Ce n'était pas mardi. Marcus n'appelait jamais sauf le mardi. Mon cœur fit un bond. On ne se refait pas. Je décrochai. Allô? Maman. C'était Marcus. Il avait l'air enthousiaste. Tout va bien? Demandai-je aussitôt. Oui, tout va bien, répondit-il. Je voulais juste te dire quelque chose. Je ne voulais pas attendre mardi. Quoi donc? J'ai eu une promotion, dit-il. Chef d'équipe. Et j'ai rencontré quelqu'un. Une femme charmante. De l'église. Je souris. Un vrai grand sourire. Parle-moi d'elle, dis-je. Et pour la première fois depuis des années, nous avons simplement parlé. Sans retenue. Sans politesse. Juste une mère et son fils qui parlent de la vie. Ce n'était pas parfait. Les cicatrices étaient encore là. Mais la plaie était refermée. J'ai raccroché et regardé l'oiseau bleu sur le rebord de la fenêtre. Tout allait bien se passer. 2 ans ont passé depuis ce matin sombre dans ma cuisine. C'est Thanksgiving. La maison embaume la dinde rôtie et la farce à la sauge. Une bonne odeur. Elle me rappelle le bon vieux temps, mais sans l'ombre de la peur qui planait sur le couloir. Je suis dans la cuisine, en train d'essuyer le plan de travail. Mes mains ont vieilli. J'ai un peu d'arthrite aux articulations. Mais elles sont fermes. Elles ne tremblent plus. La sonnette retentit. Je ne sursaute pas. Je ne ressens pas de nœud à l'estomac. Je souris simplement et m'essuie les mains sur mon tablier. Je vais ouvrir la porte. Marcus est là, debout. Il tient une tarte à la citrouille dans une main et un bouquet de fleurs jaunes dans l'autre. À côté de lui se trouve Linda, la gentille dame de son église. Elle porte un manteau marron et sourit timidement. « Joyeux Thanksgiving, maman », dit Marcus. « Joyeux Thanksgiving », dis-je. J'ouvre grand la porte. « Entrez. Entrez, il fait froid. » Ils entrent. Marcus s'essuie soigneusement les pieds sur le paillasson. Il accroche le manteau de Linda. Il entre dans la salle à manger. La table est mise. J'ai remis la nappe en dentelle blanche. Pendant un instant, je le vois hésiter. Il regarde la table, et je sais ce qu'il voit. Il revoit les fantômes de ce matin-là. Il revoit le policier posté près de la porte. Il revoit sa mère, le visage tuméfié. Il inspire profondément et expire. Il me regarde. « La table est magnifique, maman, dit-il. »« Merci, dis-je. » Mets la tarte dans la cuisine. Nous nous installons pour manger. Nous ne sommes que tous les 3. Sarah est avec sa famille cette année. Marcus découpe la dinde.
Ses mains sont sûres. Il serre d'abord Linda, puis moi. Alors, Linda, je demande. Marcus m'a dit que tu travaillais à la bibliothèque. Oui, madame, répond-elle. J'adore les livres. Marcus m'a dit que vous lisiez beaucoup aussi. Nous parlons de livres. Nous parlons de la ville. C'est agréable. C'est normal. Et puis, ça arrive. Marcus prend la saucière. Son coude heurte son verre d'eau. Crac. Le verre se renverse. L'eau glacée se répand sur la table. Elle imbibe la nappe. Elle éclabousse le sol. Le silence se fait dans la pièce. Avant, ça aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Marcus aurait frappé du poing sur la table. Il aurait crié « Qui a mis ce verre-là » Il m'aurait accusé. Il serait sorti en trombe. Je reste figé un instant. Mes vieux réflexes se réveillent. J'attends l'explosion. Mais il n'y a pas d'explosion. Marcus se lève d'un bond. « Oh non !» s'exclame-t-il. Il attrape sa serviette. « Je suis vraiment désolé, maman. Je suis tellement maladroit. » Il se met à tamponner frénétiquement l'eau. Il n'est pas en colère. Il est gêné. « Ce n'est rien, dis-je. Je laisse échapper un souffle que je ne savais même pas retenir. Ce n'est que de l'eau. Je vais chercher une serviette, dit-il. Il court à la cuisine. Il revient avec une serviette et essuie le sol. Je suis vraiment désolé, répète-t-il en me regardant avec des yeux inquiets. Je le regarde. Je vois la peur sur son visage, non pas la peur de moi, mais la peur de briser la tranquillité. Il chérit cette tranquillité autant que moi. Je tends la main et la touche. Marcus. Arrête. Tout va bien. Assieds-toi et mange ta dinde avant qu'elle ne refroidisse. Il sourit, un petit sourire gêné. D'accord. Il s'assoit. Nous terminons le repas. Nous rions de l'eau renversée. Plus tard, pendant que nous mangeons la tarte à la citrouille, Linda va aux toilettes. Marcus se penche au-dessus de la table. Maman, dit-il doucement. Je vais lui demander de m'épouser. Le mois prochain. Mon cœur se gonfle de joie. Oh, Marcus. C'est merveilleux. Je voulais te le demander à toi d'abord, dit-il. Je veux dire, je sais que je n'ai pas grand-chose à offrir. Je ne suis qu'un gérant de supermarché. J'ai un casier judiciaire. Mais, je l'aime. Et j'essaie d'être l'homme qui la mérite. Je regarde mon fils. Les cheveux gris commencent à apparaître dans sa barbe. Il a 44 ans maintenant. Il porte les cicatrices, intérieures et extérieures. Mais il reste fier. Tu es un homme bien, Marcus, dis-je. Tu as travaillé dur pour le devenir. Linda est une femme chanceuse. Il a les larmes aux yeux. Il cligne des yeux pour les chasser et prend une bouchée de tarte. C'est la meilleure tarte, dit-il. Elle est achetée en magasin. Je ris. Toujours la meilleure, dit-il. Quand ils partent, la maison retrouve son calme. Mais c'est un calme heureux. Le calme d'une maison emplie d'amour, non de guerre. Je fais la vaisselle. Je mets la nappe blanche au linge sale. La tache d'eau partira au lavage. Je me prépare une tasse de thé et vais m'asseoir sur le perron. L'air du soir est frais, mais j'ai mon châle. Je me balance doucement sur ma chaise. Grincement. Grincement. Je repense à cette femme allongée sur le sol de la cuisine. La femme qui saignait et était terrifiée. La femme qui pensait que sa vie était finie. Si je pouvais remonter le temps et lui parler, je lui dirais d'être courageuse. Je lui dirais que passer ce coup de fil était la chose la plus difficile qu'elle aurait jamais à faire, mais que c'était la seule qui comptait. Parfois, on me demande, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu dénoncer ton propre fils? On me regarde comme si j'étais froide, comme si j'étais sans cœur. Ils ne comprennent pas. Je ne l'ai pas dénoncé parce que je ne l'aimais pas. Je l'ai dénoncé parce que je l'aimais. Je l'aimais trop pour le laisser devenir un monstre. Je l'aimais trop pour le laisser se détruire l'âme avec le whisky et la rage. Et je m'aimais assez pour savoir que je ne méritais pas d'être un souffre-douleur. C'était un pari risqué. Je le sais. Il aurait pu me haïr à jamais. Il aurait pu sortir de prison pire qu'il n'y était entré. Mais je devais tenter le coup. Je regarde la rue.
Les réverbères s'allument. J'ai retrouvé mon fils. Pas le fils de mon enfance, ni l'inconnu qui m'a frappé. J'ai un nouveau fils. Un homme qui fait des erreurs, mais qui les répare. Un homme qui demande pardon. Et je me suis retrouvée. Je suis Eleanor Vance. Je suis une mère. Je suis une survivante. Et je suis libre. Mon oiseau bleu est perché sur le rebord de la fenêtre derrière moi, veillant sur la maison. Je prends une gorgée de thé. Il est doux et chaud. La vie est belle. Alors, à vous tous qui écoutez mon histoire, j'aimerais vous poser une question. Si vous aviez été à ma place ce soir-là, assis dans le noir, à attendre que la clé tourne dans la serrure, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous resté silencieux? Auriez-vous caché vos bleus en espérant que le lendemain serait meilleur? Ou auriez-vous passé cet appel? Il est facile de juger de l'extérieur. Mais quand il s'agit de son propre enfant, de sa propre chair et de son propre sang, la frontière entre l'amour et la complaisance devient très floue. J'ai posé des limites. Et je suis contente de l'avoir fait. Mais je veux savoir ce que vous en pensez. Ai-je bien fait? Ou ai-je été trop dur? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et s'il vous plaît, dites-moi de quelle ville vous écoutez. Cela me donne l'impression que nous sommes tous assis ensemble sur cette véranda. Si cette histoire vous a touché, merci de cliquer sur « J'aime ». Cela permettra à d'autres personnes de la découvrir. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies, sur les choix difficiles que nous devons faire, abonnez-vous à la chaîne. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir permis de partager mon fardeau. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais aussi seul que vous le pensez. Bonne nuit.